Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre ici à l'ère d'exposition littéraire, la 18e semaine nationale de la culture. Pour ce numéro de cet écrit, votre magazine consacré aux livres sur la RTB, je reçois Charles Niamba, professeur de lettres à Bobo-Dioulasso. Bonsoir, Monsieur Niamba. Bonsoir, M. Kindo. Je l'ai dit, vous êtes professeur de lettres à Bobo-Dioulasso. Vous officiez notamment dans plusieurs établissements de la ville de Bobo-Dioulasso. Et le retour à Massala, c'est votre première œuvre. Exactement, c'est mon tout premier roman. Le retour à Massala, c'est l'histoire de Sarah, Oui. mais aussi de Sarah Lo. Et Sarah, une employée de maison, envoyée quelque part au-delà des frontières de Massala pour gagner sa pitance. Officiellement, pour aller à l'école, pour l'inscrire au collège. C'était le but de départ. Mais lorsqu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, bon, je vais nommer le pays, elle s'est retrouvée, on l'a trahi si vous voulez. C'était en réalité pour aller l'utiliser comme servante, comme bonne, pour employer le mot qu'on utilise couramment. Mais ce qui est intéressant dans votre première œuvre, Le Retour à Massala, Charles Niamba, Sarah Lo, un des personnages de votre roman, revient au pays. Il emprunte un taxi pour se rendre à la gare de Massala et les descriptions que vous faites de ce retour au pays est assez significative même de tout le contenu de votre intrigue littéraire. Évidemment, quand il arrive, il constate que le pays n'a pas beaucoup évolué. Les taxis sont dans des états vraiment, j'allais dire, désastreux. Et le camion qu'il va emprunter est aussi dans ce même état. C'est ce camion qui est plus ou moins dessiné dans la couverture du roman. Il retourne au village quelques années, après avoir passé quelques années en dehors de son pays. Et il ne sait pas d'abord ce pourquoi il va au village. On lui a demandé seulement de rentrer. Son cousin Patrice Voilà, qui lui a demandé de rentrer. de rentrer. Sarah également qui rentre au village à Massala pour assister aux funérailles de son De père. son père. Oui. Et Sarah et Sarah Lo font connaissance. Et ils commencent à se raconter les pans de la vie en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est là que le roman commence. Voilà. Parce que Patrice et Sarah Lo découvrent déjà que l'histoire est intéressante. Et comme il a été professeur, il a fait des études en journalisme, il pense déjà écrire un roman sur l'histoire de Sarah. Voilà. Parce que déjà, ce qu'elle raconte lui semble déjà assez intéressant comme sujet d'un roman. Surtout les détails. Et pour ne pas dire les aventures et mésaventures qu'elle a connues de l'autre côté de la frontière de Massala. Voilà. Il y a aussi le fait, comme vous l'avez dit, que admise au CEP, le certificat d'études primaires, Sarah est envoyée à sa tante Margot en Côte d'Ivoire pour faire des études, comme vous l'avez dit, et finalement qui se retrouve comme employée de maison. Et vous y décrivez à travers la vie de Sarah, la vie moderne, mais aussi ce contraste avec ce qu'on peut appeler l'origine de nos vies, qui peut être la vie du village. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, elle se retrouve dans une grande ville, c'est vrai, mais en temps, elle a vécu aussi au village. Elle voit déjà un peu ce contraste-là, mais ce qui est un peu choquant chez elle, c'est ce que sa tante a raconté avant qu'elle n'aille en Côte d'Ivoire. Elle lui a fait croire qu'elle allait découvrir un grand pays, elle allait vivre dans un quartier propre. On lui a fait miroiter beaucoup de un choses. paradis de l'autre côté de la frontière. Voilà. Et finalement, quand elle est arrivée, c'était un enfer. Un enfer. Elle était réduite à employée de maison. Elle devait vendre, comme vous le dites, des jus de fruits, le nyamakoudi, le bissap, le frigolo. Le frigolo. Voilà, ça c'est bon, les Ivoiriens connaissent bien ce terme-là. Tout à fait. Et plus tard, comme servante chez les riches. Chez les riches, voilà. Et une vie dans laquelle elle a connu beaucoup de mésaventures. Bon, une jeune fille servante chez les riches, chez un patron un peu pervers qui, lorsque sa femme n'était pas là un jour, lui a fait une proposition indécente. Elle n'avait pas le choix parce que la période qu'elle traversait était assez difficile. Elle a dû céder à cette proposition indécente. Et tout il lui propose 50 000 francs pour une nuit. Pour coucher avec elle. Et elle a fait le calcul, ça représente 10 mois de salaire, sinon plus. Voilà.
Et finalement, la proposition, comme vous le dites, Elle est indécente, mais la situation qu'elle traverse fait qu'elle accepte. D'autant plus que déjà au CM2, le maître avait déjà plus ou moins pris sa virginité. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau pour elle. Voilà. et également dans cette histoire de Sarah, vous nous racontez en même temps la question de l'intolérance politique, la xénophobie qu'on connaît de l'autre côté de la frontière de Massala. Voilà. Et Sarah c'est une jeune naïve qui regarde les politiciens se battre, qui regarde les miliciens se combattre, s'entretuer. Elle ne comprend pas. Pour elle, pourquoi les gens vont se battre pour la succession au pouvoir? Il suffit de laisser le président qui est au pouvoir, son frère ou sa soeur ou son fils, il peut prendre le pouvoir et tout se passe bien. Et soit dit en passant, le président qui est au pouvoir s'appelait Lorenzo de Mama. Lorenzo de Mama, Ouais. qui peut ressembler à la réalité. Mais j'ai écrit au début comme avertissement que tout ce qui Oui, est... toute fiction renvoie Voilà. à la réalité, M. Nyamba. Bon, le lecteur pourrait voir la réalité, mais je Lorenzo de Mama n'ose pas dire était que... également opposé avec Lassane. Lassane, oui. C'est vrai qu'il pourrait avoir des ressemblances, mais je laisse le lecteur deviner. On revient à Saralo, le monsieur qui a rencontré Sarah à la gare, avec qui ils ont fait chemin. Saralo, de retour du pays, en fait, sur appel de son cousin Patrice, rentre effectivement à Massala. Et depuis que son cousin Patrice est admis à la retraite, Patrice a engagé un vaste projet endogène de développement. Oui. Et Saralo y a apporté son grain de terre pour ajouter à la terre, pour qu'elle vive la termitière. Voilà, comme le dit souvent Maître Passéré. Saralo, effectivement, Patrice avait besoin de quelqu'un pour conduire le projet, quelqu'un qui avait du vécu. Lui, surtout qu'il a vécu à l'étranger, il a vu certaines choses. Donc il peut soutenir Patrice qui est déjà quand même à la retraite, qui est d'un certain âge. Puis bon, si vous voulez cette inspiration, c'est quand je suis arrivé la première fois dans mon village, je me suis rendu compte qu'il y avait des potentiels, il y avait de la richesse, mais peut-être que les mains ingénieuses manquaient. Donc c'est pourquoi j'ai créé ce personnage-là. Tu vois, Saralo, les deux se sont retrouvés sur le projet de Patrice, un projet de développement endogène, et ils y ont apporté leur contribution qui a permis de pouvoir développer le village, mais aussi les mentalités qui ont positivement changé. Voilà. Les villageois, quand ils avaient de l'argent, ils achetaient des motos, de grosses motos, ils buvaient, ils faisaient des concours de plus grands alcooliques. Mais depuis que Patrice a essayé de les convaincre d'utiliser intelligemment leur argent, ils ont cessé. Voilà. La preuve, la buvette qui marchait un temps dans le village a commencé à ne plus marcher. Et le village a commencé à se développer, les gens ont commencé à construire. On voyait même sur le toit de certaines maisons des sortes de cuvettes qui montraient que voilà, les antennes paraboliques. Et bizarrement, ce succès a été victime, pour ne pas dire ce succès a attiré les prédateurs de la République, voilà. Les politiciens. Vous ne les aimez pas tellement dans le livre. Bien, c'est parce que ça, c'est ce qu'on entend souvent dans la ville. On dit que lorsque, à un certain moment au Burkina, on disait que lorsque des jeunes entrepreneurs commencent ça commence à marcher chez eux, il y a toujours des policiers qui viennent faire croire que c'est la présidence qui les envoie, qui tentent de récupérer, si vous voulez, le produit de l'intelligence d'un individu. Mais ici, j'ai fait de sorte qu'ils échouent. Voilà, pour que peut-être les gens comprennent. Ce n'est pas forcément la présidence qui les envoie, c'est peut-être des simples prédateurs qui sont intelligents. Ils savent que lorsqu'on dit que c'est le pouvoir qui envoie, le paysan il a peur. Et là, les populations du village de Massala qui ont résisté à ces intimidations, mais également qui ont montré quelque part qu'ils ont une vision pour leur village. Leur village, voilà. Et ont su déjouer les tours de ces prédateurs de la République, comme vous les appelez dans le livre. Je voudrais que les paysans, justement, qui n'attendent pas toujours que les policiers viennent avec des projets, qui viennent avec de l'argent, qui viennent organiser, non. Eux-mêmes, ils peuvent tenter de faire quelque chose. Les policiers, quand ils viennent surtout lorsque les campagnes électorales s'annoncent, ils viennent les flatter, ils s'en vont.
Alors que s'ils essaient eux-mêmes de faire de sorte que le développement là se pérennise, je me dis qu'ils n'auront pas toujours besoin des paysans. Ici, la résistance là aussi, c'est pour que, c'est comme un avertissement, pour dire que si le peuple résiste, tout peut aller. Il ne faut pas peut-être pleurnicher. Parce que dans le livre, vous avez vu, je n'aime pas toujours les personnages qui pleurnichent. C'est donc pour laquelle Sarah, malgré ses malheurs, j'ai fait de sorte qu'elle garde une sorte de dignité, elle reste stoïque, elle se batte. Voilà. Oui. Et on le voit, le thème principal de ce livre, c'est le développement endogène. Mais le développement endogène vu sous l'angle de la responsabilité des populations. Que vous engagez dans ce développement. On ne se développe pas à dehors de soi, mais on se développe en fonction de ce qu'on a appelé le développement participatif. Et également pour vous, dans le livre, vous invitez les villageois à partir de leur propre potentialité pour se développer, mais aussi pour proposer des voies à suivre. Parce que dans le livre, vous voyez, il y a le karité dans la zone, il y a le coton. Si vous voulez, j'ai remarqué, ça c'est parce que j'ai un parent qui était venu en ville pour vendre le karité. Au début, on lui a dit que ça coûtait, il a donné un prix au départ. Il était content, il a amené sa marchandise en ville. Il arrive en ville, tous les jours, les prix ne font que baisser. Finalement, il a bradé sa marchandise, il est parti. Ça m'a choqué un peu. On lui a dit que si vous restez sur place, ceux qui veulent vos marchandises, ils viendront les acheter. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous venez vendre ici à vil prix. S'ils en ont besoin vraiment, ils viendront. Si vous arrivez à les transformer, vous aurez encore de la plus-value sur ce que vous produisez. Voilà, c'est un peu ça. Oui. C'est de la fiction, mais bon, c'est un peu ce que je crois. Patrice, si vous voulez, il a travaillé à la présidence. Il a côtoyé des hommes politiques. Il a essayé de voir au niveau étatique les projets qu'on met en place. Lui, il considère Massala comme un pays et il essaie d'appliquer ce nombre d'éléments à Massala pour que le développement se fasse. Patrice, il regrette un peu peut-être de n'avoir pas aidé son village tout le temps où il travaillait. Il vient maintenant à la fin de sa vie. C'est comme s'il venait, c'est une sorte de repenti, si vous voulez. Il cherche à se racheter. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'avoir un clin d'œil pour tous ces intellectuels africains, burkinabés, qui parfois estiment, après plusieurs années de succès ailleurs, qu'il vaut mieux retourner au village, même si on le dit souvent, nul n'est prophète en son pays, mais nul n'est également forcément mauvais pour son pays. Oui, au lieu de rester en ville, souvent, ne rien faire. Voilà. Si vous avez la possibilité de profiter de votre village, si vous avez la possibilité de travailler les paysans, de leur faire profiter de votre intelligence, je crois que c'est utile. Le fonctionnaire, quand il travaille, s'il a l'agriculture par exemple, il n'a pas peut-être le temps de faire profiter de son intelligence, si vous voulez. Le village n'en profite pas parce qu'il est loin. Mais à sa retraite, quand même, il a un savoir-faire qui peut venir dispenser au village. C'est vrai que Patrice, il est resté comme un homme riche, si vous voulez, parce qu'il a une vie qu'il a vécue, mais il sait que ce village-là peut en profiter, ce village-là peut se développer. Donc ici, on voit quand même que le village a commencé à se développer. Il n'a peut-être pas vécu longtemps, mais il y a son fils qui est censé continuer, si vous voulez, l'œuvre du père. Et à côté de ce thème central développement endogène, il y a d'autres thèmes, notamment la spoliation des biens d'autrui. Il y a deux personnages cyniques, si on peut le dire ainsi, qui ont attiré mon attention. Vous avez Salfo Dubaï et Adama Wari. Bon, vous voyez les noms, déjà Wari c'est un peu l'argent du là. Dubaï c'est en référence à la ville en question. Ce sont des hommes d'affaires qui voyagent un peu partout et qui ici ils savent qu'il y a de l'argent dans ce village. Ils utilisent cette astuce-là avec un vieux politicien qui n'a jamais travaillé, mais qui est prêt à... Pour vous, la politique, ce n'est pas du travail? Enfin, c'est dans nos pays. C'est dans nos politiques, dans nos pays qu'il y a des politiciens professionnels. Sinon, normalement, je me dis qu'il est professeur, il est journaliste, il est médecin, et puis il fait la politique à côté. Mais chez nous, ici, il y a des gens, ça fait 30 ans, ils ne font que la politique. Je me dis que ce n'est pas un métier. On doit faire autre chose, et puis faire la politique maintenant à côté. Voilà. Et ces prédateurs essaient de récupérer ce que Patrice a créé. Voilà. Et finalement, ils se sont butés. Oui, ils ont échoué. Parce que Patrice,
il connaît un peu le milieu, il connaît ces personnes. Il a préparé sa revanche calmement. Il savait qu'ils allaient revenir. Il n'a pas ébruité, mais il a préparé. De sorte que lorsqu'ils sont arrivés, ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été difficile pour lui de mobiliser les paysans pour qu'on ne les spolie pas. Voilà. Pour garder leurs biens. Voilà. Et vous avez évoqué également cette action perverse de ces politiciens. Et on le voit, un des thèmes de ce livre ramène à cette participation financière forcée aux activités du parti, où on est obligé de contribuer pour la vie du parti. Et pour vous, c'est dérangeant en Afrique, une Afrique, somme toute pauvre. Voilà. Bon, moi, je suis un enseignant, on a tous entendu qu'à un certain moment, pour devenir proviseur ou bien directeur, il fallait avoir la bonne carte. Voilà. Et effectivement, si vous regardez la campagne qui a eu lieu tout récemment, on a vu des chefs d'entreprise, des directeurs mouiller le maillot. Mouiller le maillot pour un certain nombre de partis. Voilà, dans l'espoir que si ça marche bien, peut-être qu'on va penser à eux. Et en regardant dans le roman, le retour à Massala, les descriptions que vous faites, l'analyse que vous faites de la situation nous renvoie à cette réalité qu'on peut réussir rien que sur la seule base de la compétence. Oui, je crois qu'on n'a pas besoin d'emprunter des raccourcis, de demander le soutien de ces d'hommes politiques. Voilà, on n'est pas obligé de donner les merci patrons. Voilà, chaque fois pour qu'on pense à vous. Oui. Et là, vous en voulez à, si je parle de vous en tant qu'auteur, c'est Nyamba en tant qu'auteur, vous en voulez à un personnage comme Parigo qui invite à investir dans l'activité. Oui, Parigo, il est venu d'Europe. C'est un peu, il a créé le nom à partir de Paris, si vous voulez. Il est venu d'Europe tout content. Il a créé son entreprise qui marchait bien. Au moment de recruter un certain nombre de personnes, on le convoque au ministère. On lui dit que vous devez participer à l'effort que le parti fait pour s'implanter. Et il y a un poste que nous voulons. Voilà. Il y a la fille de mon collègue le ministre qui voudrait ce poste-là, dont on vous demande d'accepter. Mais Parigo, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ça, c'est quel pays où on doit recruter des personnes qui ne sont pas compétentes. Il regarde dans les documents de la demoiselle en question. Elle a 30 ans, elle a déjà fait ses preuves ailleurs sans succès. Non, le CV n'était pas convaincant. Voilà, pas convaincant. Et sur la base de ce qu'on lui a montré, Parigo estime que mieux vaut avoir recours à des gens plus compétents. Et également qui répondent au profil du poste. Mais il l'a fait. Il ne savait pas que les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc quand il a refusé, le ministre en question a tout mis en branle, si vous voulez. Il a mis la machine en marche et Parigo, il a eu toutes sortes de problèmes. Finalement, il s'est suicidé. Je ne comprends pas l'Afrique. D'abord, quand il a rencontré le ministre en question, il a trouvé que pour un ministre, il était un peu trop débraillé. Vous voyez, les policiers, l'ancien temps, il fallait être simple. Voilà. Donc il a trouvé que le ministre était un peu débraillé pour un ministre. Puis vous voyez qu'il s'est bien présenté, costume. Lui, il vient rencontrer une autorité. La pièce. Voilà, il vient trouver un monsieur qui n'incarne pas sa profession. Et qui lui demande encore de surcroît de recruter quelqu'un. De tremper dans des histoires qui ne sont pas. Voilà. Il a refusé, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et puis l'avalanche de malheur qui s'est abattue sur lui aussi, il ne comprenait pas. On ne peut pas comprendre que dans un pays où on veut le développement, qu'on puisse mettre des bâtons dans les roues d'une personne. Ceux qui osent, ceux qui entreprennent. Voilà. Ça veut dire qu'à cette allure-là, tous ceux qui ont la possibilité d'entreprendre vont rester en Europe, ils ne viendront pas au pays. Voilà. D'accord. On évolue également avec le thème du viol scolaire. Sarah a été violée par son maître primaire, voilà, qui a utilisé une bonne astuce là, de sorte que la fille entre dans sa chambre et il en a profité. La jeune fille, c'est le maître. On a toujours dit que le maître c'est le plus fort, le maître c'est le plus intelligent. Il n'a pas besoin du consentement de quelqu'un. Donc elle ne comprend pas. Pour elle, c'est le maître. C'est quelques années après, elle se rend compte que ce maître-là, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Quand il a évolué, elle a compris qu'il n'avait pas le droit. Et elle s'est plus ou moins vengée lorsqu'elle est revenue au village. Le maître croyait qu'il allait faire la même personne. Il lui donne rendez-vous
il est tombé dans son piège. Elle a profité, voilà, lui dit ce qu'elle pensait vraiment. De bien, voilà. peut-être de mal voilà, de lui. Et ce qui est intéressant en évoquant ce viol du maître, vous mettez le doigt sur également un phénomène, pour ne pas dire une pratique éhontée de certains éducateurs chargés de conduire l'action de conscientisation, mais aussi de construction de la jeune génération. Voilà, il y a de plus en plus des enseignants jeunes, que ce soit du primaire comme du secondaire, qu'on affecte dans les endroits reculés. On ne leur donne pas rapidement de quoi survivre, si vous voulez. Et les plus pervers finissent par se satisfaire voilà, dans ces bassesses-là. Oui. Si vous voulez. Et vous évoquez également l'exploitation sexuelle des employés de maison. Sarah qui a connu des mésaventures, des aventures, avec d'abord son patron. Et ensuite avec sa patronne. Le patron, bon, il a vu qu'il y avait une fille qui était fraîche là. Et il avait besoin d'une vierge. Donc il en a profité. Malheureusement, il a constaté qu'elle n'était pas vierge. Mais il n'a pas arrêté. Puisque comme sa femme n'était pas là, tous les jours il en profitait, il donnait de l'argent. La petite aussi avait besoin d'argent. Elle s'est laissée, puisqu'elle avait déjà fait une fois, une deuxième, une troisième fois. Ça ne lui coûtait plus rien. Voilà. Enfin, quand elle a quitté ce patron, elle s'est trouvée chez une dame. Voilà, qui, lors d'un chagrin d'amour, voilà, est venue dans sa chambre. Voilà. Ma porte s'ouvrit, ma patronne entra. Voilà. Elle ne savait pas. Pour elle, au village, les femmes elles se baignent dans le marigot ensemble, elles peuvent voir leur poitrine, etc. Donc sa patronne entre dans son lit, toute nue. Ça ne fait rien. C'est quelques années après, et quelques mois après, je crois, elle a vu une image à la télé où on a présenté un mariage homosexuel. Sans elle réalise que ce que sa patronne a fait, en fait, c'était un acte homosexuel. Voilà, sa patronne ne lui a pas demandé son avis, mais sa patronne s'est couchée sur elle, elle en a profité. Elle ne sait pas ce que c'est que l'homosexualité. C'est ça la réalité, mais si vous voulez, c'est un sujet que j'aborde un peu. Dans nos quartiers, vous voyez des jeunes qui sont avec des personnes âgées. Le jeune ne sait pas que c'est l'homosexualité. Voilà, l'adulte en profite. Le jeune croit que bon, il est en train de rendre service à l'adulte, alors que l'adulte sait très bien que c'est un acte homosexuel. Peut-être que, avant de condamner l'homosexualité, il va peut-être falloir expliquer aux gens qu'il y a des pratiques qui existent. Si vous avez affaire à ce genre de pratiques-là, bon, voilà quelques conduites à tenir. Oui. Dans le livre également, vous évoquez largement sur plusieurs pages cette question de conflit post-électoral dans le pays où a vécu Sarah, et conflit né d'une mésentente entre Lassane et Lorenzo de Mama, et qui, en réalité, ils étaient opposés à des élections, et finalement les choses se sont mal passées, et ça a conduit à un conflit entre les partisans des deux candidats. Vous nous ramenez à une histoire récente d'un pays voisin. Oui, mais pas seulement d'un pays voisin, de plusieurs pays d'Afrique. Voilà. Vous avez vu tout récemment, dans un pays voisin, il y a eu une élection où l'un des candidats était en prison. Voilà. En Afrique, on va un peu tout voir, si vous voulez. Voilà. Mais heureusement, il y a des pays où, on a vu le Bénin tout récemment, où l'autre a rapidement reconnu sa défaite. Peut-être qu'il faut qu'on mette des institutions en place qui feront de sorte qu'il n'y ait plus ces discussions. Que l'opposition ne passe pas son temps à dire qu'on m'a volé. Parce qu'on a vu des pays où l'opposition, franchement, ne vaut rien. Mais à la fin, elle crie qu'elle a été spoliée. Mais en même temps, lorsque vous posez ce problème du conflit post-électoral, vous n'êtes pas naïf. Vous estimez que nous devons aller vers les réalités de nos pays en essayant de les contextualiser plutôt que de vouloir peut-être dupliquer des exemples qui ne sied pas les uns aux autres. Si vous suivez les campagnes politiques, vous allez entendre ce vieux vocabulaire d'impérialisme, de Karl Marx. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que l'Afrique gagnerait à trouver d'autres voies, parce qu'on a assez expérimenté toutes ces théories-là. Il faut qu'on cherche autre chose maintenant, parce que je crois que
On ne peut pas battre campagne aujourd'hui, convaincre un Africain qui est intelligent sur ces questions d'impérialisme, de socialisme, etc. Il faut trouver d'autres choses. Oui. Voilà. Et vous terminez par vos thèmes, par l'émancipation de la femme, et à partir de l'exemple de Sarah. Bon, je voudrais que les femmes se prennent en charge. Voilà. Vous voyez, qu'elles décident elles-mêmes de prendre leur destin en main, qu'elles n'attendent pas toujours des hommes, qu'elles n'attendent pas que les hommes créent toujours de nouveaux tests. Voilà. Je me dis que la femme peut mieux faire pour se développer, prendre son destin en main, que d'attendre chaque fois qu'à l'Assemblée on vote des lois, des sortes de quotas. Elles n'ont pas besoin de ça. Si elles s'imposent sur le terrain, elles vont s'imposer. C'est tout. Sarah, par exemple, elle a souffert. Elle a pris son destin en main. Elle a pris son salaire, elle a mis son salaire en banque. Au lieu de mettre ça sur un canari, elle a mis son salaire en banque. Et ça a généré des intérêts. Lorsqu'elle est rentrée chez elle au pays, elle avait de l'argent. Elle n'a pas eu besoin de demander à un garçon, donne-moi 30 000 francs pour qu'il fasse, j'aille au funérailles de mon père. Elle avait déjà de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a pris son destin en main très tôt. Il faut peut-être que les femmes là, prennent leur destin en main, que d'attendre chaque fois qu'on vote des lois à l'Assemblée nationale pour les aider. Voilà. Oui. Et Charles Niamba, votre roman est écrit en deux phases. Vous avez deux narrateurs. Vous avez un premier narrateur qui parle un langage avec un français un peu relâché et un second narrateur qui parle un langage d'un niveau un peu relevé. Oui. Est-ce que c'est intentionnel pour l'auteur que vous êtes? Bon, ici, c'est intentionnel, si vous voulez. Parce que lorsque Sarah parle, tout le monde sait que Sarah a arrêté ses études au CM2. Je ne peux pas parler un français quand même d'un certain niveau. Ce n'est pas juste. Mais il ne faudrait pas aussi que le niveau soit très bas, puisque de toute façon, des jeunes lecteurs vont lire. Il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. C'est pourquoi le personnage, Sarah a dit, qu'il va écrire un roman sur sa vie, mais qui va modifier un peu son français. Voilà, c'est une excuse que je trouve, par exemple, lorsqu'il arrive que Sarah utilise une expression un peu relevée. Je suppose qu'en ce moment, c'est l'auteur ou le narrateur qui a arrangé le français de Sarah. Mais lorsque Sarah lui-même il parle, il a, comme je l'ai dit dans le roman, il a enseigné pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Il a même fait une formation en journalisme. Celui-là, lorsqu'il parle, il devrait quand même parler français d'un certain niveau, normalement. Oui. Voilà. Et effectivement, ça va nous aider à parler un peu du niveau de langue de votre livre. On a un roman de formation, mais au-delà aussi, on a un roman d'initiation. Vous avez des descriptions assez enlevées, c'est comme des tableaux que vous peignez. Vous avez une structuration de phrases qui donne du rythme à l'histoire que vous racontez. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a mes influences, si vous voulez. Les auteurs que j'apprécie beaucoup, c'est Henri Lopez, notamment dans Le Pleurerie, Emmanuel Dongala, Jazz et Vin de Palme, et puis un peu Amadou Kourouma. Ces auteurs-là me séduisent lorsqu'ils tentent de parler, d'écrire un langage plus ou moins parlé. Voilà. Mais le rythme dont vous parlez, c'est un peu, dans certains endroits, c'est volontairement fait. Dans d'autres endroits, c'est tout simplement j'ai écrit. Et vous, en tant que spécialiste, vous avez découvert. Lorsque Sarah parle d'Abidjan, elle dit Abidjan, à checker poisson fumé, à locaux, c'est comme si elle parlait à ses amis. Voilà ce que je vais aller manger à Abidjan. Voilà ce que je vais voir aux vacances. Je vais aller au collège moderne d'Abidjan. Elle arrive, elle se retrouve dans un quartier qu'on appelle Mosikro. Et ce qu'elle découvre dès qu'elle rentre, on a écrit sur un mur, ici c'est Mosikro. Pour elle, c'est un peu surprenant, d'autant plus que, voilà, la tante a dit, conduis-nous à Washington. Elle entend Washington. Mais c'est la capitale, une ville des États-Unis. Elle se retrouve dans un quartier abandonné, là, qu'on appelle Mosikro. Les Mossis ne seront pas contents, mais c'est vraiment le nom du quartier. Oui, très rapidement, vos personnages, Patrice, ensuite Sarah Lo, et on voit qu'autour de vos personnages gravitent un certain nombre de milieux sociaux. Vous avez par exemple le musicien Dji Forotomougou, vous avez par exemple les soldats dans le cadre du conflit post-électoral, Kalash et le barbare.
Vous avez le fonctionnaire Sampawende, etc. Si vous avez vécu un peu dans ces quartiers populaires-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des noms de ce genre. Neguer, DJ Frontomougou, Kalash le Barbare. Ce sont des noms de guerre, ce sont des noms de jeunes DJ qui veulent faire de sorte que leur nom ressemble à leur terroir. C'est un peu ça qui a fait que j'ai créé. Donc il y a un ancrage culturel, un ancrage historique que vous avez voulu à travers le retour à Massala. Dans la création de vos personnages. Voilà. Vous avez vu qu'à la fin, j'ai dit que j'ai constaté qu'aujourd'hui, les gens donnent des noms à leurs enfants dont ils ignorent souvent le nom, les signes qu'ils les ont portés, incarnés, si vous voulez. Il y a des noms quand même étranges. J'ai pris le nom d'un élève qui s'appelait Romial de la Chasse. Ça m'a surpris quand même de voir un jeune Burkinabé qui s'appelle Romial de la Chasse. Je trouve que si un jeune Burkinabé s'appelle Samba Wende ou bien Kiswen Sida ou Alamantoro, c'est plus juste, à mon avis. Voilà. Que les gens aient des noms. Peut-être, moi je m'appelle Niamba Charles, il n'y a rien d'autre après. J'aurais aimé porter un autre nom quand même. Voilà. Voilà. Merci d'être venu nous parler de votre premier roman, Le Retour à Massala. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres à Bobo Dioulasso et Le Retour à Massala, c'est votre première œuvre. Merci d'être venu nous parler de tout ça et du contenu de ce roman que je recommande au public. D'abord, il est plaisant de par son style, mais également de par son ancrage culturel qu'il peut avoir à travers les réalités qu'il décrit. Merci. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro de votre magazine littéraire. Au revoir.